Alors, bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous parler de mon thème qui se trouve à être les objets connectés, aussi connus sous IoT et Internet of Things. Je vais vous parler notamment des tendances et des stratégies marketing qui s'y rattachent. Donc, pour le plan de la présentation, je vais commencer en définissant le concept, mais aussi en passant au travers de l'infrastructure d'un objet connecté. Par la suite, je vais parler des tendances dans les IoT et aussi de résultats d'études scientifiques que j'ai trouvées bien intéressantes. Et par la suite, on va aussi passer par comment est-ce que c'est possible d'intégrer les objets connectés à une stratégie marketing. Et je terminerai ma présentation avec des exemples concrets ainsi qu'une conclusion. Donc, l'Internet des objets, le IoT, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui désigne les objets connectés à Internet qui sont capables de communiquer avec des humains, mais aussi entre eux. Ces objets-là vont être en mesure de collecter, transmettre et de traiter des données. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de la vie de tous les jours que peut-être vous côtoyez. Donc on a des thermostats intelligents, des brosses à dents, souliers intelligents, des sonnettes, des frigidaires, des montres, des lumières. Il n'y a pas vraiment de limite au type d'objets intelligents qu'on peut retrouver en 2020. Donc ça, c'était la définition. Maintenant, on va rentrer dans l'infrastructure pour encore mieux comprendre le concept. Donc, tout d'abord, on a le capteur qui est un dispositif en mesure de transformer un phénomène physique en un signal qui va être utilisable par l'actionneur. Donc, l'actionneur, lui, c'est l'objet justement qui va transformer ton signal reçu du capteur en une représentation ou une action qui va être observable. Donc, comment est-ce que ces informations-là, elles voyagent? C'est à l'aide d'un réseau. Ce réseau-là va permettre notamment de transférer l'information recueillie et les réseaux utilisés, c'est souvent les réseaux les plus populaires qui sont accessibles par exemple sur votre cellulaire comme Bluetooth, Wi-Fi ou LTE. Donc, toutes ces données-là, elles sont envoyées par le réseau, mais elles sont envoyées dans un centre de données cloud. En fait, c'est là où le stockage et l'accès est disponible via Internet à toutes les données qui sont enregistrées justement par le capteur et l'actionneur. Et ce qui est beau d'un centre de données cloud, c'est que l'utilisation d'un disque dur physique n'est pas nécessaire. Donc, on a accès à nos données n'importe où, tout le temps, sans nécessairement avoir besoin d'un centre de données physique. Et comment est-ce que ces données-là, elles vont voyager de manière sécuritaire? C'est à l'aide d'une passerelle et d'un traitement de données. Donc, c'est des protocoles qui vont permettre d'effectuer justement la transition entre l'objet connecté, mais aussi ton centre de données, et tout ça de manière sécuritaire en encryptant les données. Donc, les données vont aussi être filtrées et nettoyées selon le format désiré pour arriver en fait avec un jeu de données qui comporte le format désiré pour en tirer des analyses des analyses et des rapports qui sont pertinents. Donc là, on arrive justement à notre prochaine étape qui se trouve à être l'analyse et la consultation. Donc ça, ce que c'est une interface de consultation de données, de rapport ou d'analyse qui est en temps réel. Donc, pour mettre en pratique ce que je viens de vous dire, je vais vous faire un petit résumé de l'architecture avec un exemple concret de la vie de tous les jours. Donc, j'ai choisi un système d'arrosage intelligent. Donc, la première étape, ça se trouve à être le capteur. Donc, le capteur, c'est par exemple ça qui va déterminer si, quelle est la température extérieure ou quelle est l'humidité qui se retrouve dans le sol. Donc, cette information-là va être envoyée à l'actionneur et l'actionneur, lui, va pouvoir prendre la décision, par exemple, si le sol est très sec, de l'arroser jusqu'à temps que le sol atteigne un certain niveau d'humidité. Donc, toutes ces informations-là vont voyager à l'aide du réseau. Donc, par exemple, si votre appareil est connecté au Wi-Fi de votre résidence, c'est ce réseau-là qui sera utilisé. Les informations vont en fait être transférées via la passerelle justement de manière encryptée et sécuritaire et on va aussi faire un nettoyage et un traitement de ces données-là pour s'assurer que le jeu de données ne soit pas affecté négativement. Ensuite de ça, toutes nos données vont être accessibles au travers du cloud. Et finalement, en sixième étape, il va être possible de consulter des analyses et des rapports et des données en temps réel. Donc, dans notre exemple, par exemple, ici, on peut voir que sur l'appareil cellulaire, il est probablement possible de consulter la température ou l'humidité du sol dans les derniers jours ou même les dernières semaines. Donc là, je vous ai parlé du concept des IoT, on l'a défini un peu plus en profondeur. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de leur popularité. Donc ici, une étude publiée en 2019 issue de eMarketer parle du nombre de maisons connectées mondialement au fil du temps en millions. Donc une maison connectée, la définition très simple, c'est une maison qui contient au moins un objet connecté.
Donc, on voit qu'en 2014, le nombre de maisons connectées au travers du monde était à 83 millions et en 2019, quand l'étude a été réalisée, elle était à 228 millions. Donc, le chiffre a presque triplé en seulement 5 ans et les estimations pour 2023, c'est-à-dire 4 ans après l'étude, est estimée pour 309 millions. Donc, dans la même allure, on parle aussi du montant qui est dépensé par rapport aux objets connectés au fil du temps. Donc, en 2014, on était à 40 milliards et ce chiffre-là a presque triplé, justement, encore une fois, d'ici 2019 pour se rendre à 103 milliards, qui est l'année où l'étude a été publiée. Et en 2023, le montant qui est dépensé mondialement sur les objets connectés au fil du temps est estimé à 157 milliards de dollars. Donc là, on voit que les objets connectés, c'est une tendance et que c'est à la mode. Mais une des raisons qui explique ça, c'est justement le prix des capteurs qui est en chute dans les dernières années. Donc ici, à l'aide d'une étude qui a été faite en 2018, on observe que justement le prix des capteurs des objets connectés a diminué de plus de moitié dans les 10 dernières années. Donc, notamment en 2004, on observait que le prix moyen d'un capteur se situe environ à 1,30 $, alors qu'en 2018, quand l'étude a été réalisée, le prix était à 44 sous par capteur et qu'il était prévu de descendre jusqu'à 38 sous en 2020. Donc maintenant, on a défini c'était quoi les objets connectés, c'est quoi le Internet of Things. On sait aussi que c'est une tendance à la mode, que les coûts sont à la baisse, mais je vais vous présenter les résultats d'articles scientifiques que j'ai trouvés bien intéressants. Donc, mon premier article issu du e-Journal of Social and Behavioral Research in Business, publié en 2019, s'intitule Gender and Generational Differences in Consumer Perception of Internet of Things Devices. Donc, principalement, ici, ce que cette étude-là tentait de prouver, elle tentait d'améliorer la compréhension de l'attitude d'un individu envers les objets connectés selon son genre ou la génération à laquelle il appartient. Donc, quelle a été la méthodologie? On est allé chercher les réponses d'étudiants du premier cycle en administration d'une université aux États-Unis. À l'aide d'un questionnaire en ligne, c'est 456 réponses qu'on a réussi à aller chercher. Et on s'est vraiment concentré sur 3 concepts principaux. On voulait évaluer vraiment si le genre et la génération pouvaient impacter la familiarité. Donc, est-ce qu'on est à l'aise à utiliser une technologie connectée? Mais à aussi évaluer le souci de sécurité, comment ce souci de sécurité-là peut impacter tes intentions d'achat. Donc, pour vraiment tracer une ligne sur la génération, les chercheurs sont allés avec la définition suivante. Soit les participants faisaient partie de la génération Z ou ils ne faisaient pas partie de cette génération. Donc, leur définition à eux, la génération Z, c'est toute personne qui est de moins de 21 ans. Et d'ailleurs, 22% des répondants de l'étude appartaient à cette génération Z-là. On avait 6 hypothèses nulles de départ qu'on tentait de... En fait, pas qu'on tentait de prouver, mais qu'on tentait de contredire. Donc, la première, c'est que le genre n'affecte pas le fait d'être familier avec un objet connecté. Le H2, c'est que le genre ne va pas affecter ta perception de sécurité par rapport aux objets connectés. Le H3, c'est que le genre n'affecte pas le degré auquel le risque de sécurité perçu va influencer les intentions d'achat d'un consommateur. Donc ça, c'était nos 3 hypothèses reliées au genre. Pour ce qui est des hypothèses générationnelles, ce sont les mêmes hypothèses qui ont été transposées, mais avec la génération. Donc, H4, la génération n'affecte pas la familiarité du consommateur avec les objets connectés. H5, la génération n'affecte pas la perception de risque de sécurité du consommateur envers les objets connectés. Et H6, la génération n'affecte pas le degré auquel le risque de sécurité peut influencer les intentions d'achat du consommateur. Donc, les résultats de cette étude-là, on a 2 hypothèses sur 6, en fait, qui n'ont pas été changées. Donc, on se rend compte que le genre ne va pas affecter la perception de sécurité envers les objets connectés, H2. Et on se rend compte aussi que H4 n'a pas bougé, donc la génération ne va pas affecter la familiarité du consommateur avec les objets connectés. Par contre, là où les constats sont intéressants, c'est qu'on se rend compte que les hommes sont plus familiers que les femmes avec les objets connectés. Et on se rend aussi compte, par contre, que les intentions d'achat des femmes sont plus influencées que celles des hommes par le risque de sécurité perçu en H3. Ensuite, si on se dirige vers H5, on se rend compte que la génération Z, donc les moins de 21 ans, est plus concernée par la sécurité en lien avec les objets connectés que la génération qui est plus vieille. Probablement parce qu'ils ont une meilleure compréhension des enjeux de sécurité qui nous menacent en 2020.
Et pour ce qui est de H6, le dernier constat, c'est qu'on se rend compte que les intentions d'achat de la génération Z, donc les moins de 21 ans, sont plus influencées que la génération plus vieille par le risque de sécurité perçu. Et puis, ça fait du sens si on relie H6 à H5, comme quoi la génération des moins de 21 ans est porte davantage d'attention à la sécurité par rapport aux objets connectés. Le deuxième article scientifique que j'ai trouvé bien intéressant, c'est un article du Journal of Marketing Management qui a été publié en 2017. L'article s'intitule The Integrity Challenge of the Internet of Things, IoT, on Understanding its Dark Side. Donc, le mot dark side, c'est quelque chose qui a été souvent utilisé au travers de l'article. Et c'est pourquoi je vais le définir ici, parce que moi-même, je le réutiliserai. Donc, le dark side, c'est un comportement malicieux des fournisseurs d'objets connectés qui va leur permettre de prendre avantage de leur clientèle de manière injuste. Donc, ce qui est important, par contre, de savoir, c'est que ces comportements malicieux-là peuvent avoir lieu de manière volontaire ou pas. Donc, parfois, les entreprises vont préméditer justement ces comportements-là, mais parfois, cette malice-là va être due tout simplement à une mauvaise gestion, une mauvaise implantation des objets connectés. Donc, le but de l'étude en deux volets, c'était premièrement de développer un modèle qui regroupait tous les types de comportements du dark side des objets connectés, mais l'étude proposait aussi, en fait, le deuxième volet, pardon, était de permettre de mieux combattre le dark side qui est causé par la mauvaise gestion des objets connectés. Et on va voir notamment 5 manières comment il va être possible de combattre ces comportements malicieux-là. Donc, tout d'abord, on a la connaissance et l'intelligence. Donc, ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la manipulation de l'information. Donc, on a l'abus de l'information, qui représente les situations où une entreprise va utiliser de l'information que le consommateur ne désirait pas nécessairement partager. Donc, par exemple, une entreprise pourrait décider de prendre l'information et les vendre à une autre partie prenante dans le but d'augmenter ses profits. Par contre, ça, c'est pas très éthique si le consommateur n'était pas au courant. Ensuite de ça, on a la confidentialité. Donc ça, c'est les situations qui consistent à aller chercher plus d'informations que nécessaire. Donc par exemple, si on a un frigidaire intelligent, ça serait d'enregistrer les informations du frigidaire pour aller voir quel produit le client achète, etc. C'est peut-être des informations qui sont un peu trop poussées pour les besoins de la cause. Ensuite de ça, on a tous les comportements malicieux qui sont reliés aux transactions. Donc ici, on parle vraiment lorsque l'entreprise est à la quête de profit et que c'est sa priorité numéro un. Donc d'abord, on a le fait d'embrouiller le consommateur. Donc ça serait une situation où on va pousser le consommateur à effectuer une action qui est désavantageuse. Sans nécessairement qu'il s'en rende compte. Donc, par exemple, en lui offrant des prix d'usage très complexes ou des changements de prix très fréquents, ce qui va pousser l'utilisateur à devenir mélangé et à prendre des décisions douteuses qui vont être aux avantages du fournisseur de IoT. Ensuite de ça, on a aussi les pénalités financières. Donc, qui consistent à faire payer le consommateur pour tous les petits accrochages ou les retards qui, normalement, ne seraient pas nécessaires. Donc, le but, c'est de profiter de tous les petits faux pas que le consommateur va effectuer. Donc, ensuite, la troisième catégorie se trouve à être au niveau des relations. Donc, c'est le fait de ne pas respecter les promesses et de délaisser sa relation avec son client. On observe d'abord la situation de favoritisme ou de discrimination. Donc ça, c'est un traitement préférentiel selon un type de client pour une même entente. Donc deux clients qui auraient payé exactement les mêmes frais d'usage ou les mêmes frais de contrat se retrouveraient avec des offres différentes et un des deux clients pourrait avoir une meilleure offre que l'autre. Ensuite, on a aussi les barrières de fournisseurs. Donc ça consiste à rendre difficile le changement de fournisseur et des coûts qui sont associés. Pardon, on va recommencer la phrase. Les barrières de fournisseurs, ça consiste à rendre difficile le changement de fournisseur et comment ils vont faire ça, c'est justement avec des coûts associés au départ. Ou par exemple, ce que les entreprises vont faire, c'est vendre une gamme de produits et lorsqu'on désire changer de compagnie ou associer ces anciens produits-là avec des nouveaux, ça va devenir extrêmement difficile. La quatrième et dernière catégorie se trouve à être l'intégrité. Donc, l'intégrité va imbriquer, je vous dirais, va toucher les trois autres catégories parce que c'est tout ce qui touche les comportements immoraux.
Donc, la malhonnêteté, justement, consisterait à forcer les employés à vendre, peu importe les besoins des consommateurs. Tout ce qu'on recherche, c'est vraiment le profit et pas nécessairement la satisfaction de son consommateur. Et finalement, on a aussi la situation d'injustice qui touche les normes et les valeurs. Donc, par exemple, ça serait de charger plus cher à un consommateur qu'à un autre pour exactement le même service. Donc, dans ce même article-là, justement, pour pallier toutes ces mauvaises pratiques, on propose 5 manières d'éviter le dark side avec une vision qui est plus holistique, qui est plus globale des IoT. Donc, tout d'abord, on propose le développement d'une stratégie qui accorde les besoins du consommateur avec les ressources de l'entreprise. Et ça va permettre justement de s'attaquer à tout ce qui est la manipulation de l'information, mais aussi aux comportements immoraux. Ensuite de ça, on a la détermination du processus de co-création de valeur afin de stimuler une relation de récompense mutuelle. Donc, c'est important que l'entreprise comprenne comment elle apporte de la valeur à son client, mais aussi comment est-ce que le client rapporte de la valeur à l'entreprise. Et puis, à ce niveau-là, ça va permettre de s'attaquer justement à tout ce qui est le délaissement des relations clients. Ensuite de ça, on a l'offre d'une expérience client supérieure à l'aide des canaux de communication appropriés. Et ça, notamment, ça va permettre de travailler sur les comportements malicieux de transaction. Donc, tout ce qui revient à proposer des prix complexes ou des changements de prix fréquents ou faire payer le consommateur, on va essayer de régler ça justement en étant proche de lui et en communiquant régulièrement et de façon adaptée avec lui. Ensuite de ça, on a la gestion appropriée de l'information. Donc, l'entreposage des données et l'usage des informations recueillies, elle doit être en accord avec les permissions qui sont accordées par le consommateur. Donc là, encore une fois, on va venir affecter tout ce qui est les mauvais comportements au niveau de la manipulation de l'information du dark side. Et finalement, le concept le plus global, la recommandation la plus globale serait l'évaluation et la surveillance de la performance sur une base régulière avec les diverses parties prenantes qui sont impliquées dans nos processus de gestion des objets connectés. Donc ça permet justement de surveiller le dark side, mais aussi d'empêcher son émergence. Donc on va toucher aux 4 catégories de comportements malicieux. Donc là, écoutez, on a parlé de la définition, on a parlé des tendances, mais aussi de résultats de quelques études scientifiques. Donc, parlons de stratégie marketing. Donc, les objets connectés peuvent avoir plusieurs impacts bénéfiques sur une entreprise en marketing. Le premier aspect, ça se trouve à être le big data et la personnalisation, parce que les objets connectés, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est une technologie qui facilite la vie, mais qui permet aussi de récolter beaucoup de données et notamment de faire des bonnes analyses. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est de cibler très précisément le profil du consommateur. Et puis là, je dis le consommateur, mais ça peut être autant en B2C qu'en B2B. Donc ça peut être le profil d'un consommateur comme vous et moi, autant que le profil d'un fournisseur ou d'une entreprise avec laquelle on fait affaire. Et ensuite de ça, un autre gros avantage, c'est vraiment l'information en temps réel qui est procurée par ces données-là. Donc, toutes ces données-là, ce qu'elles permettent de faire, c'est d'avoir des publicités en temps réel, mais aussi un meilleur service à la clientèle et une meilleure compréhension de l'utilisation du produit. Et puis, évidemment, tout ce qui est recherche et analyse marketing, tout ça, ça devient un processus qui est extrêmement simplifié. Ensuite de ça, il est aussi possible de parler d'expérience et de loyauté. Parce que comme je l'ai mentionné, les IoT, ce sont des technologies et c'est souvent des technologies qui vont permettre d'offrir des fonctionnalités que le consommateur n'avait pas avant. Et en fait, c'est ça va fournir plus de fonctionnalités, une plus grande simplicité d'action. Les IoT vont aussi permettre d'agir, d'exécuter un out-of-the-box thinking, donc sortir un petit peu des sentiers battus et avoir des idées un petit peu plus créatives. Et puis, les IoT vont aussi permettre de créer un plus grand engagement avec sa clientèle, comme sa clientèle aime être exposée et avoir accès à des données, plus c'est quelque chose qui va venir bénéficier son utilisation. Donc, les objets connectés, la conclusion de ça, c'est qu'ils vont décupler les opportunités expérientielles qui sont offertes aux consommateurs. Donc, l'expérience améliorée va favoriser l'engagement envers la marque du consommateur.
Et en résumé, comme je l'ai dit, c'est ça, les IoT, c'est des technologies qui vont permettre de récolter des données qui vont souvent pouvoir influencer de manière avantageuse une stratégie marketing. Par contre, c'est extrêmement important de suivre les bonnes pratiques parce que grande quantité de données ne veut pas toujours dire données de qualité. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'informations si on n'a aucune idée de ce qu'on va faire avec ces mêmes informations. Donc, justement, les objets connectés, s'ils sont implantés de manière correcte et qu'ils sont bien gérés, ils vont permettre d'améliorer les connaissances sur le produit, service offert, mais aussi les connaissances sur la clientèle qui est visée. Tout ça avec des analyses qui sont en temps réel. On en a déjà parlé un peu, mais ça va permettre d'améliorer la relation avec le client, mais aussi son expérience. On va pouvoir améliorer et adapter notre offre de produits et services, mais ça va aussi nous permettre d'explorer ou de développer des sources de revenus qui sont supplémentaires. Donc là, on va continuer avec des exemples concrets que j'ai réussi à trouver sur Coca-Cola et Oral-B qui ont réussi à intégrer les objets connectés dans leur stratégie marketing. Donc Coca-Cola, en 2018, a effectué un partenariat avec Atos, qui est une compagnie de transformation numérique et aussi un fournisseur d'objets connectés. Donc, le projet, c'était de mettre sur place des frigidaires commerciaux connectés. Donc, ces frigidaires-là, distribués dans différents endroits commerciaux permettait de ramasser une foule de données. Donc, notamment les préférences des consommateurs, les tendances, le roulement de produits, les températures auxquelles les produits ont été exposés, mais aussi le placement et le comportement des consommateurs par rapport aux produits. Éventuellement, si on sort un petit peu du marketing, ça va permettre de vraiment optimiser la logistique des produits par rapport à tout ce qui est les commandes et les retours entre justement Coca-Cola comme distributeur et l'endroit de commerce. Et puis, non seulement c'est une mine d'or parce qu'on récolte beaucoup d'informations sur les comportements des consommateurs, mais ces mêmes frigidaires connectés-là sont capables d'interagir avec les appareils cellulaires qui sont à proximité. Donc, par exemple, quelqu'un qui passerait ou qui rentrerait dans un dépanneur avec un frigidaire connecté pourrait se faire envoyer une publicité pour consommer une boisson gazeuse qu'on pourrait retrouver dans ce dit frigidaire connecté. Donc, c'est une manière de voir que l'intégration des objets connectés à sa stratégie marketing peut être extrêmement bénéfique. Un deuxième exemple se trouve à être les brosses à dents connectées Oral-B. Donc, à l'aide d'une connexion Bluetooth, la brosse à dents intelligente va se connecter à une application et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, va permettre une analyse et une rétroaction du brossage de dents en temps réel. Par exemple, comme vous voyez sur l'image ici, elle va indiquer le temps, les zones qui ont été trop frottées, pas assez frottées, vous êtes rendu où dans votre complétude de brossage de dents. Mais elle va aussi être en mesure de vous envoyer des messages de motivation et de rappel. Donc, par exemple, écoutez, ce soir, vous n'êtes pas brossé la langue, etc. N'oubliez pas ça la prochaine fois. Ça peut paraître niaiseux, mais ces messages de motivation-là et de rappel peuvent aussi permettre de suggérer des produits connexes. Donc, par exemple, on pourrait vendre, écoutez, des nettoyants à langue, d'autres produits connexes de Oral-B, de la soie dentaire, des choses comme ça. Donc, c'est amener le consommateur à acheter des produits supplémentaires, mais aussi à avoir un revenu supplémentaire. Sans compter que, encore une fois, c'est une mine d'or d'informations pour Oral-B qui a qui a accès à une foule d'informations sur le comportement de ses consommateurs. Donc, combien de fois ils se brossent les dents par jour? Est-ce que les gens ont des bonnes habitudes, etc. Et c'est même possible d'effectuer des partenariats avec des bureaux de dentistes quand on a une aussi grande quantité d'informations que ça sur ses consommateurs. Donc, en conclusion, ça termine ma présentation sur les objets connectés, les tendances, mais aussi comment est-ce que tout ça vient se connecter aux stratégies marketing. Donc, on a vu que les objets connectés, c'était une tendance qui était à la hausse et qu'ils étaient jumelés avec des coûts à la baisse. On a vu aussi l'importance du genre et de la génération sur l'adoption des objets connectés. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que tout dépendamment de notre clientèle cible, ça peut impacter sur justement le niveau d'adoption envers ce type de technologie-là. Ensuite, on a vu l'impact des mauvaises pratiques, le fameux dark side, mais aussi comment les inviter avec 5 manières concrètes et une vision holistique. Et finalement, avec des bonnes pratiques, intégrer les IoT dans sa stratégie marketing, c'est tout à son avantage. Donc, merci pour votre écoute.
Je vous présente ici mes références si jamais vous désirez les consulter. Sinon, bien écoutez, on va se parler dans le forum. J'espère que vous avez des questions pour moi. Donc, je vous remercie et passez une excellente journée ou soirée.